Bonjour à tous, un grand merci à la Pulpe pour cette invitation. Je suis très honorée, très heureuse d'ouvrir ce cycle de conférences par cette présentation consacrée à la bêtise. Alors, la bêtise, sujet très complexe. Le problème de la bêtise, c'est que nous y sommes par définition tous confrontés. Nous sommes à la fois des observateurs et des objets même de la bêtise. On voit aussi que le monde social est tout autant marqué par une quête de vérité que par des bêtises structurelles. Donc, que faire? Comment parler de la bêtise? Un premier constat, c'est qu'il n'est pas simple de travailler, d'analyser la bêtise. Car l'explorer suppose d'être en mesure de la mettre à distance de nous et de prendre de la hauteur. Donc ça veut dire quelque part qu'en acceptant de vous parler de la bêtise, j'ai la prétention de lui apposer un regard qui serait soi-disant extérieur. Mais en faisant cela, ça voudrait dire implicitement que je suis dénuée de toute bêtise. Mais ce n'est pas possible puisque la bêtise est par définition un trait universel. Nous sommes tous bêtes à certains égards et à certains moments de la journée, de l'année, de n'importe quand. Donc, pour parler de la bêtise, on doit nécessairement renoncer à la prétention de vouloir nous situer en dehors de celle-ci. Et comme nous le rappelle Edgar Morin, ça suppose donc avant tout un auto-examen préalable. Donc, pour cette raison, mon exposé présente plusieurs limites que je vais vous exposer pour démarrer. Alors, tout d'abord, une première chose très fascinante avec la bêtise, c'est qu'elle apparaît sans limite. Elle apparaît à la fois sans limite dans ses modes d'expression, dans son déroulé, dans son amplitude, mais aussi dans la manière dont nous avons de nous en saisir. Si on écoute ceux qui ont réfléchi à la bêtise, je commence par Philippe Geluck. La bêtise est nettement supérieure à l'intelligence, car toute l'intelligence du monde ne permettra jamais de comprendre la bêtise universelle, tandis qu'un peu de bêtise suffit amplement à ne pas comprendre quoi que ce soit d'intelligent. Claude Chabrol, la bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence, infiniment plus profonde, l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas. Albert Einstein, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Gustave Flaubert, la Terre a des limites, mais la bêtise humaine est infinie. Alors, du coup, beaucoup de penseurs décrivent la bêtise comme quelque chose qu'on a du mal à circonscrire. Donc, en fait, la bêtise, c'est un peu une drosophile de laboratoire du monde social qui est très difficile à analyser. Parce que la bêtise, en fait, se veut révélateur du monde qui nous entoure. Alors, pour autant, une interrogation demeure. Et là, je me place non pas du côté de la bêtise, mais du côté de ceux qui l'observent. Pourquoi la débilité des débiles est-elle devenue un fait de culture, alors que le fait bien plus épouvantable de la bêtise ordinaire ne bouleverse personne? Alors, j'aime beaucoup cette citation du philosophe Jean Baudrillard parce qu'elle montre à quel point, d'une part, nous sommes tous constitutivement bêtes d'une certaine manière, et d'autre part, c'est la bêtise ordinaire qui est la plus intéressante, car elle est beaucoup plus difficile à saisir dans son étiologie, dans ses modes d'intervention, son bruit et dans la diversité de ses formes d'expression. Donc, pourquoi nous sommes tous constitutivement bêtes ? Nous le sommes parce que nous n'interrogeons jamais l'ordinaire. Nous portons tous attention aux faits saillants, à ce qui fait rupture d'une certaine manière avec notre quotidien, comme un train qui déraille, un courrier qui n'arrive pas à destination ou une colère sociale qui grogne. Mais on n'interroge pas le bon sens apparent, ce qui nous apparaît souvent comme étant des évidences sociales partagées. Donc ce que je dis là, ça ne se veut absolument pas péjoratif par rapport au fait que nous sommes tous bêtes. Je crois que nous sommes constitutivement tous bêtes d'une certaine manière parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes continuellement pris dans les contraintes, dans l'intensité de nos vies au quotidien, donc il est impossible d'apporter une attention continue aux détails, au discret, à ce qui ne fait pas de bruit. Parfois, nous serons attentifs à un malaise social, à quelque chose qui est rampant, qui est pas très bruyant. Mais c'est vrai que nous sommes tous pris dans notre quotidien, nous sommes sursaturés d'informations et donc
la bêtise ordinaire, en quelque sorte, nous échappe. C'est pourquoi je crois qu'il faut accepter cet état de fait, et je m'appuierai sur la morale du chat, en disant que la bêtise est nettement supérieure à l'intelligence, car toute l'intelligence du monde ne permettra jamais de comprendre la bêtise universelle, tandis qu'un peu de bêtise suffit amplement à ne pas comprendre quoi que ce soit d'intelligent. Donc ça sera vraiment un axiome de départ. Alors comment allons-nous procéder pour explorer la bêtise ? Donc, je pars du principe que la bêtise est une maladie sans remède. Donc, il nous faut examiner dans quelle mesure il est possible de l'appréhender de façon scientifique. Donc, je vais tout d'abord revenir, parce que ça, je crois que c'est vraiment un point important, sur le rapport de l'observateur à la bêtise et essayer de vous exposer les 3 limites d'une approche qui se voudrait, on va dire, strictement objective. Ensuite, je vais essayer de situer la bêtise dans son univers sémantique plus général et notamment d'essayer de la distinguer d'autres termes qui s'en rapprochent, notamment le terme de la connerie. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que, à la différence de la bêtise, le con peut être également très intelligent et cultivé. C'est pourquoi, de la bêtise à la connerie, il n'y a qu'un pas, mais il est très grand. Ensuite, j'exposerai certains traits contemporains de l'expression de la bêtise, puisque nos sociétés actuelles ont pour caractéristique d'être plongées dans une très forte dérégulation du marché de l'information avec Internet, ce qui a donc pour effet d'amplifier certaines formes d'expression de la bêtise. Donc, la question, c'est comment pouvons-nous aujourd'hui produire de la connaissance à l'heure des réseaux sociaux, sachant qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui relève des savoirs de ce qui relève des opinions, et qu'il est aussi de plus en plus difficile d'évaluer, de quantifier nos environnements, même si, on va dire, la logique de vouloir évaluer, de vouloir mesurer les environnements qui nous entourent devient de plus en plus important dans nos sociétés aujourd'hui. Et enfin, je conclurai sur le fait que la bêtise est liée à la montée en puissance d'une forme d'insécurité culturelle qui est de plus en plus marquée dans nos sociétés. Alors tout d'abord, est-ce que nous pouvons définir la bêtise comme un objet scientifique ? Alors je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit ce paradoxe que les études sur la bêtise ne peuvent être faites que par les hommes sur les hommes. Donc, ça suppose de pouvoir répondre à cette énigme qui est comment identifier les symptômes de la dite bêtise chez les individus si on est soi-même marqué par la bêtise. Alors, je crois qu'il faut accepter ce risque, le risque qui est inhérent à toute recherche, de ne pas être toujours en mesure de l'identifier. Et je crois qu'il faut admettre que dans notre observation du monde qui nous entoure, que ce soit notre monde familier, le monde social, le monde lointain, on n'est pas toujours en mesure de distinguer, d'authentifier toutes les marques de la bêtise. Donc, nous sommes dans une logique de reconnaissance de la bêtise qui est toujours partielle et partiale. Alors, ce paradoxe n'est pas complètement neuf en philosophie. Ça renvoie à l'allégorie de la caverne de Platon qui dit que nous ne pouvons pas accéder au monde intelligible, qu'il y a un certain nombre de limites. Et c'est cette idée que nous serions en quelque sorte immobilisés dans un lieu souterrain sans que nous puissions accéder facilement à la lumière, et donc nous sommes invariablement condamnés à ne voir que les ombres des uns et des autres. Donc on ne peut pas accéder au vrai, au monde de la connaissance. Et c'est aussi cette dimension qui est interrogée dans la pièce qui est actuellement en montage de la bêtise, où effectivement les personnages sont enfermés dans un monde, dans un univers qui est ultra sécurisé, et donc tout l'enjeu c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est virtuel, est-ce qu'on peut être heureux dans du vrai, dans du virtuel, quelle relation avec le monde extérieur. Donc on est complètement dans cette problématique. Donc, le rapport que nous entretenons nous-mêmes à la bêtise est à prendre en compte dans l'analyse du fait même de la bêtise. Donc, il faut voir dans quelle mesure l'objectivité de notre regard sur la bêtise est limitée. Donc, j'ai identifié une triple limite, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça n'a pas du tout prétention ou vocation à être exhaustif. Mais j'ai isolé trois limites à notre appréhension scientifique de la bêtise. Donc,
Cette allégorie du mythe de la caverne, en fait, on le retrouve dans un roman, moi qui m'a énormément marqué, qui a été publié à la fin du 19e siècle par un théologien anglais qui s'appelle Edwin Abbott Abbott. Ce roman s'appelle Flatland, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est en fait une satire mathématique qui se veut une critique sociale de la société victorienne qui était marquée, comme vous le savez, par beaucoup d'austérité au niveau des mœurs, par un système d'organisation en caste sociale. Donc Flatland, ça veut dire pays plat. Et ça décrit une société où les êtres vivent dans un monde à 2 dimensions. Donc ils ignorent complètement l'idée de volume, ils ne savent pas ce qu'est le bas, ce qu'est le haut, et donc ils ne peuvent pas avoir accès à une 3e dimension. Et donc dans ce royaume de la platitude, d'une certaine manière, tout le monde rêve de ressembler à un cercle. Donc vous avez des soldats qui sont des triangles, les femmes sont des droites parce qu'elles sont moins intelligentes que les hommes, et donc si on veut se rapprocher de l'élite politico-religieuse, il faut tendre à devenir un cercle. Et donc en fait, j'ai vraiment adoré ce roman parce qu'il montre bien que si la bêtise, on n'arrive pas toujours à l'identifier dans notre société, c'est parce que parfois elle correspond à nos normes sociales. Donc quand on est plongé dans nos normes sociales, il est évidemment très difficile de pouvoir identifier ce qui est bête. Et je trouve que ce roman montre très bien que la bêtise n'est pas toujours quelque chose d'individuel ou même un phénomène de groupe, mais peut être complètement structurel de nos sociétés. Donc c'est finalement la morale de la société de Flatland qui empêche ses habitants de voir la 3e dimension. Et moi je trouve que ce roman est vraiment excellent parce que on voit bien que la bêtise et les limites de la perception sociale sont liées finalement à l'architecture même de nos normes morales et de ce qui fait société. Alors tout ça pour essayer vraiment de vous dire que ce qui est intéressant dans la bêtise, c'est le régime de l'ordinaire, c'est-à-dire tous ces détails que l'on ne voit pas car nous sommes conditionnés à ne pas les voir. Alors là, pour vous donner un exemple très contemporain, vous avez dû voir dans les gares qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge de nos appareils connectés. Donc c'est un dispositif qui s'appelle WeBike et qui a été mis au point par des experts en greenwashing de la SNCF. Alors greenwashing, ça veut dire éco-blanchiment. Donc vous pouvez recharger vos téléphones, vos ordinateurs en tout genre, en pédalant sur un type de vélo d'appartement. Et en fait, l'énergie cinétique est récupérée de ces vélos, puis ensuite transformée en électricité, et vous pouvez générer environ 30 watts en 1 heure, ce qui permet de recharger à peu près totalement votre téléphone portable. Alors bon, c'est super, c'est très bien, sauf que si on regarde en détail les photos qui ont été prises, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a derrière des panneaux publicitaires. Et ces panneaux publicitaires, ils consomment 600 watts par heure. Alors, ça apparaît quand même relativement absurde, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là un problème de perception d'échelle. Si la logique individuelle d'économie d'énergie trouve justification dans le WeBike, en revanche, sur un plan global, ça apparaît complètement délirant. C'est-à-dire qu'on va pédaler en gros pour convertir notre énergie mécanique en 30 watts, et derrière nous avons des panneaux publicitaires qui ont une consommation énergétique extrêmement volumineuse et importante. Donc voilà, pour vous montrer l'importance parfois de certaines règles qui apparaissent comme étant sur un plan moral, sur un plan social, comme quelque chose nous responsabilisant au niveau écologique, mais quand on regarde l'effet global, on se rend compte qu'il y a parfois pas mal de paradoxes. Alors un autre exemple, est-ce que vous pouvez résoudre cette énigme ? Un homme noir, tout de noir vêtu, marche au milieu de la rue. Une voiture, tout feu éteint, s'arrête pile devant lui. Il n'y a pas de lune, les réverbères sont éteints, donc comment a-t-elle fait ? Donc il fait jour. Voilà. Alors, bon, là c'est un exemple effectivement que certains connaissent, mais on voit que la bêtise peut être liée non pas à un manque d'intelligence, mais simplement à un biais lié à notre traitement de l'information. Et en fait, ce type d'exemple reflète l'extraordinaire puissance de nos habitudes de penser par conditionnement.
Alors, vous avez de nombreux travaux en sociologie cognitive qui ont inventorié tous nos biais cognitifs, et généralement, nous les identifions après coup. Donc, nous avons tous, à certains moments, une défaillance à douter, c'est-à-dire qu'effectivement, si on voulait examiner scrupuleusement, objectivement notre société, il faudrait qu'on soit tous en mesure de pouvoir continuellement douter, mais il y a des moments, on ne peut pas le faire. Et donc, ce type d'exemple illustre très très bien la question des biais cognitifs. Alors, comme on connaît les biais cognitifs, on peut jouer avec. Et il y a dans les sciences de comportement des solutions qui ont été mises en place, et notamment ce qu'on appelle la théorie des nudges. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les nudges. Donc, les nudges, c'est le fait que des suggestions indirectes peuvent être faites à l'intention de certains publics, et ces suggestions, sans forcer, sans contraindre les gens, peuvent influencer les motivations et la prise de décision. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte le paternalisme libéral. Et donc le nudge le plus fameux, ce sont ces fameuses fausses mouches collées dans les cuvettes des urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam. Et en fait, grâce à cet aménagement qui est tout simple et qui permet donc aux messieurs à mieux viser, l'aéroport est parvenu à réduire plus de 80% de ses dépenses de nettoyage des toilettes pour les hommes. Donc, on peut jouer avec nos biais cognitifs, et on est en mesure, en fait, par des stratégies extrêmement raffinées, inspirées des travaux de sociologie cognitive, en quelque sorte, réduire, certaines habitudes un peu délétères. Alors, ça nous conduit à une autre limite dans notre exploration de la bêtise, compte tenu du fait qu'on ne pourra jamais totalement identifier la bêtise, ni la circonscrire, puisque nous sommes enfermés dans ces cadres. On peut alors se demander quel doit être notre rapport moral à cet objet. Évidemment, la bêtise commence à nous poser un problème qui est d'ordre moral, puisque ça revient à dire qu'en réalité, la bêtise est en partie un reflet, un autre nous-mêmes en certaines circonstances. Donc, est-ce qu'on peut rire ou est-ce qu'on peut être en colère contre la bêtise si la bêtise alimente notre propre jugement ? Alors, on peut également dire qu'il peut être parfois bête de rire de la bêtise. Donc, je crois que ce sujet, quand on veut travailler vraiment sur la bêtise, l'analyser, l'appréhender scientifiquement, je crois que c'est un sujet qui nous invite à un peu d'humilité. Et c'est pour ça que j'ai mis encore cette illustration du chat. Un vrai végétarien ne se mord jamais la langue. Parce que on est un peu coincé dans nos paradoxes à analyser des parties qui sont parfois pas très positives de nous-mêmes. Alors une troisième limite à la bêtise est son caractère relatif. Alors elle est liée, je reviendrai là-dessus, au rapport que chacun entretient à un état des connaissances et à son vécu. Oui, on peut être féministe, mais on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même rapport aux hommes, on n'a pas, et donc parfois, ce qui peut être juste ou justifié dans un contexte donné, dans une revendication, dans un état d'esprit, peut apparaître comme étant très bête sur un plan collectif, pour un regard extérieur, si on regarde par exemple la convergence de différentes causes sociales ou un certain nombre de choses. Donc, il y a un problème qui est effectivement que la façon dont on va juger la bêtise est toujours liée à un contexte particulier. Alors, une illustration qui est extrêmement, que je trouve vraiment forte de ce caractère relatif, c'est une illusion d'optique qui est assez connue. Que voyez-vous ? Est-ce que vous voyez bien les deux femmes ? Oui ? Non ? Alors, donc vous avez en fait une vieille femme, le trait représente en fait sa bouche avec un menton en galoche et des longs cheveux. Et vous avez en fait, à contrario, le profil d'une jeune fille et le trait représente son collier. Et vous avez également un petit nez retroussé. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien distinguer ces deux représentations.
Donc, en fait, cette illusion d'optique montre bien qu'il y a plusieurs manières de découper le réel. Donc, le caractère relatif de la bêtise peut être lié en fait à deux choses. Premièrement, nous n'avons pas tous la même information et pas le même vécu. Donc ça, c'est la diapositive que je viens de montrer. Mais également, le monde reste pluriel dans son interprétation. On peut le découper de différentes façons. Il n'y a pas une représentation qui est plus juste que l'autre. Les deux coexistent. Alors, un exemple dans la société actuelle de cette pluralité de manières de découper notre perception du monde réel. Alors, ça porte un nom déjà en philosophie, c'est ce qu'on appelle la méréologie. La méréologie, c'est le rapport du tout à ses parties. Et pour vous donner un exemple concret, c'est l'embryon. Bon, il y a énormément de controverses sur le statut de l'embryon en bioéthique, mais l'embryon, objectivement, on peut le penser comme rattaché à un projet parental, ou on peut également l'envisager comme un ensemble de cellules souches qui pourraient potentiellement être utilisées à des fins thérapeutiques ou médicales. Alors, ces deux regards sont possibles. Il n'y en a pas un qui est juste, un qui est faux, mais simplement, ces deux regards sont incommensurables l'un avec l'autre. Donc on est là dans quelque chose qui renvoie à une pluralité des manières de découper le monde réel. On aura tendance souvent à juger ceux qui ne découpent pas le monde réel de la même façon que nous, alors qu'en réalité, il y a dans le monde des méréologies multiples, et ce sont ces méréologies qui font qu'il y a énormément de controverses qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors un autre exemple. Alors là, on n'est plus dans l'illusion d'optique. Je crois que vous distinguez tous une main. Et donc, quand on est face à ce type de tableau, on se dit, mais quelle est l'histoire de cette main ? Cette main, ça peut être celle d'un riche prélat avec une grosse bague qui se repose sur le bord de sa piscine. Ça peut être quelqu'un qui a volé cette bague et qui a ensuite été agressé et puis qui est à moitié, qui est peut-être même mort, on ne sait pas trop. Donc, là, en fait, on voit qu'une même forme peut renvoyer à des histoires plurielles. Et là encore, dans les tableaux sociaux qu'on est amené à discuter, à observer dans l'actualité, souvent on est exposé à des images qui apparaissent comme étant complètement univoques. Et en réalité, il y a plusieurs interprétations possibles et nous n'avons pas nécessairement les informations qui nous permettent d'expliquer pourquoi cette histoire serait plus juste que l'autre. Alors, pour vous donner encore un cas d'actualité, je pense que vous avez tous entendu parler de ce pauvre garçon Vincent Lambert, donc qui est un patient qui a subi de lourds dommages cérébraux suite à un accident de voiture et qui est resté dans un état végétatif pendant une dizaine d'années. Et au début de cette controverse, il y avait donc un désaccord extrêmement fort sur le fait que cet homme en état végétatif pouvait ou non présenter un embryon de conscience. Et donc, à partir de la détection de ces clignements de paupières, il y avait tout un débat à savoir est-ce que oui ou non il présente malgré tout un résidu de conscience. Et c'est exactement le même cas de figure que la main. C'est-à-dire qu'on était en présence d'un patient et on ne savait pas au début s'il lui restait oui ou non un résidu de conscience. Et toute la controverse, initialement, s'est construite par rapport à ce diagnostic qui apparaissait comme étant incertain. Donc, de cette première partie, on peut déduire que la bêtise n'est absolument pas indépendante de notre rapport à la connaissance. Nous avons tous différentes manières de découper le monde que l'on perçoit, et c'est la rencontre entre ces différents cadres qui va créer du conflit. Mais pour autant, on ne peut pas réduire la bêtise à plus d'éducation, plus de connaissances pour compenser le problème de la bêtise. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Donc pour avancer, je pense qu'il est nécessaire de s'intéresser à, en gros, l'univers sémantique de termes qui sont assez proches, comme le terme de la connerie, qui englobe beaucoup de tendances cognitives. Alors la connerie, ça va de la candeur, de la bêtise, de l'ignorance,
du con volontaire qui fait une bêtise en sachant qu'il l'a fait, jusqu'au con qui a la certitude, qui a vraiment la certitude, lui, de ne pas faire une bêtise. Vous avez le con méchant, vous avez le con délibéré. Et là encore, je crois qu'il faut accepter le fait que nous sommes tous, d'une certaine manière, des cons occasionnels. Nous sommes tous le con de quelqu'un. Bon, ça, voilà, il faut acter cela. Mais il y a aussi, et ça c'est vraiment intéressant pour notre approche scientifique de la bêtise, vous avez le con de compétition. Alors là, on peut pas ne pas l'étudier, c'est pas possible. Alors le con de compétition relève de ce que j'appelle la bêtise sophistiquée. Alors le con de compétition a cette propriété par rapport aux autres cons, c'est de pouvoir briller en société. Alors ça, voilà, ça c'est vraiment le vrai con. Mais la différence avec la bêtise, c'est grâce à ce con de compétition qu'on peut vraiment séparer la connerie de la bêtise. Le vrai con, en fait, a une intelligence qui n'est pas en accord avec ses affects. Ça veut dire que le con a un aveuglement de la perception du monde extérieur. Et ça, c'est vraiment caractéristique du con, mais pas nécessairement du bête. Donc, pour caractériser la bêtise par rapport à la connerie, il n'y a qu'un pas, mais il est très grand. Dans les deux cas, vous avez un rapport à la connaissance qui est fortement présent. Mais la connerie a quelque chose de plus, c'est qu'elle est souvent accusatoire. On cherche un bouc émissaire, le con cherche un bouc émissaire. Et c'est ce qu'a montré le chercheur en neurosciences Sébastien Diegues, spécialiste des théories du complot, qui décrit ce qu'il trouve souvent sur les réseaux sociaux en disant, voilà, on trouve des propos tels que c'est la faute aux Américains, à la société, aux pesticides, aux glucides, au gluten, aux perturbateurs endocriniens, à la gauche, à la droite, aux élites, aux bas peuples, aux étrangers, à leurs gènes défectueux, à ces flemmards de profs et aux pédagogues idéologues, aux tablettes, aux écrans et aux ondes qui pourrissent le cerveau. Donc, cette analyse est extrait d'un ouvrage que j'ai lu pour préparer cette conférence qui s'appelle « Psychologie de la connerie », que j'ai vraiment dévoré, qui a été publié il y a moins de 2 ans aux éditions Sciences Humaines et qui donc a été écrit par un collectif qui regroupe des éthologues, des neuropraticiens, des psychologues, des philosophes et des cliniciens. Alors, en gros, la thèse générale, c'est le doute rend fou, mais la certitude rend con. Donc, on est tous d'accord avec le fait que la bêtise reste bien sur l'axe de la certitude et donc de la connerie. Donc, on est quand même dans le même univers de sens. Mais le vrai con, ça renvoie vraiment à cette idée de paresse intellectuelle, de refus de l'empathie. Donc, on est vraiment là dans quelque chose qui relève d'une déconnexion avec l'affect. Et donc le problème, c'est que le con peut être très intelligent, mais cette intelligence ne sera jamais mise au service de la réalité. Parce que pour le con, les faits objectifs ont moins d'influence que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Donc cette idée que je refuse de me mettre à la place de l'autre, je suis dans mon narcissisme, ça c'est vraiment le vrai magistère de la pensée conne. Pour vous donner un exemple, est-ce que Albert Einstein ne serait pas un con ? Parce que même les grands savants et ceux qui ont parlé de la connerie, ils ont quand même aussi dit beaucoup de conneries. Albert Einstein a écrit dans sa correspondance à propos de sa femme et de son fils « Punition bien méritée pour moi, pour avoir accompli l'acte le plus important de ma vie sans réfléchir. J'ai engendré des enfants avec une personne moralement et physiquement inférieure. » Oups. Voilà, ça casse un peu le mythe, hein. Alors, ces biographes ont dit que, bon, effectivement, cet homme avait un grand intellect, mais cet intellect était articulé à une forte myopie émotionnelle. Bah, tu m'étonnes, hein, c'est quand même... bon. Donc, l'ignorance est un vide et quelque chose qu'on peut combler par l'éducation. En revanche, la connerie, c'est juste son contraire. La suffisance intellectuelle fait qu'on ne peut pas contrecarrer ça par de l'éducation, car c'est un trop-plein. Donc, le problème, c'est que si on lutte frontalement contre la connerie, ça a pour effet de la renforcer. Donc, c'est très important vraiment de distinguer la bêtise de la connerie, parce que les armes, les manières de répondre à ces types de comportements ne seront pas les mêmes. La bêtise,
les mouches dans les urinoirs, c'est un excellent moyen de lutter contre la bêtise ordinaire. La connerie, c'est beaucoup plus compliqué. Un autre exemple, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je prétends que les hommes ont l'exclusivité de la connerie, pas du tout. Les réseaux sociaux donc révèlent, amplifient la connerie, et ils ont aussi pour conséquence d'amplifier tout ce qui condamne avec colère, émotion, et le but des réseaux sociaux, il faut brailler. Et là, vous avez une controverse autour de l'usage de l'écriture inclusive qui, alors là c'est une opinion personnelle, c'est peut-être bête, mais qui je pense trahit vraiment la cause féministe. Donc le post concerne une discussion autour d'un article publié dans Le Parisien, faisons gagner une gauche rassemblée et engagée pour les Parisiennes, un titre en écriture inclusive. Et donc une ultra-féministe précise, quand on écrit parisienne S, on met parisien avant parisienne, qui peut supporter ça en 2020 ? Je propose donc qu'on écrive parisienne-NES plus S, avec tiret et plus, c'est tout aussi clair. D'accord. On serait aussi toutes plus S égale les plus UX les unes, tiret ES plus S les autres, tiret S plus S et plus heureuse, tiret SES plus X. Et voilà, il n'y a plus de problème de rapports inégaux entre les hommes et les femmes. On a tout résolu. Donc, le problème des réseaux sociaux, c'est que, évidemment, si vous apportez un constat qui apparaît comme étant beaucoup plus nuancé et plus prudent, vous serez accusé d'être tiède contre la cause et antiféministe. Donc là, on est effectivement encore dans des dérives. Alors, un autre sujet assez piquant, les antispécistes. Donc, les antispécistes, c'est en fait ce mouvement qui vise à accorder un statut équivalent, une même dignité ontologique à tous les animaux, humains, moustiques, cafards compris. Question, que fait-on si on est antispéciste et que l'on est attaqué par des moustiques ? Donc, vous trouvez sur les réseaux sociaux de nombreux témoignages qui expliquent qu'il ne faut jamais tuer les moustiques, même ceux qui portent le paludisme. Non, faut jamais les tuer. Et donc, évidemment, en disant ça, ça pose quand même un certain problème en termes de santé publique, parce que il y a un certain nombre de décès de transmission de maladies infectieuses tous les ans qui sont problématiques. Donc, voilà. Donc là, on est dans des choses qui sont à la fois rigolotes, mais qui peuvent être quand même problématiques si on reste dans cette espèce de morale sociale. Pour parler de morale, la bêtise a ceci de terrible qu'elle peut ressembler à la plus profonde sagesse. Et c'est vrai que je trouve cette citation extrêmement pédagogique parce que je crois que c'est vraiment en raison de l'extrême moralisation que la bêtise sociale n'est pas toujours facile à identifier. Et le problème, c'est qu'elle a tendance également à s'inscrire dans les catégories de langage que nous utilisons pour décrire le monde qui nous entoure, que ça soit sur nos libertés individuelles, sur la question du féminisme, de la morale sociale, de notre rapport à la nature. Donc, invariablement, la bêtise est liée à la figure du bouc émissaire. Elle s'accompagne souvent d'une certaine novlangue qui va à l'encontre du sens commun. Et donc, ça rend tout ça très compliqué parce que, effectivement, l'écriture inclusive par rapport aux inégalités hommes-femmes, ça peut apparaître comme étant une solution ou en tout cas une forme de mobilisation. Mais dans ces excès, on voit tout à fait les types de dérives que ça véhicule et je dirais l'espèce de morale qui devient ensuite intrinsèquement lié à la langue et fait qu'on aura peur ensuite de s'exprimer en disant mon Dieu, est-ce qu'on met le elle avant le il avant le machin. Donc on est dans quelque chose qui est de plus en plus problématique. Alors, une illustration également de la bêtise scientifique, je pense que vous avez entendu parler du fameux canular Sokal. Donc Sokal, c'est un physicien qui a publié il y a une vingtaine d'années un texte où il affirmait que la théorie quantique influençait le langage et les positionnements politiques. Alors bon, évidemment, c'était un canular, mais il a voulu montrer qu'on pouvait publier n'importe quoi, et donc il a pu le faire. Et récemment, 3 universitaires américains ont réalisé une version géante de ce canular en publiant 7 articles qui sont en réalité des poissons d'avril. Alors,
pour vous donner une illustration, la culture du viol chez les chiens, qui pourrait être déterminée à partir de l'examen de leurs testicules. Donc c'est un canular qui a été publié. Une approche féministe de la glaciologie, c'est-à-dire de l'idée de développer une science qui soit plus équitable, avec une représentation alternative des glaciers en tenant compte de l'écologie politique féministe. Deuxième canular. Troisième canular, l'introduction d'une nouvelle catégorie de bodybuilding, le fat bodybuilding, pour reconnaître l'obésité morbide comme un choix de vie et en faire une catégorie sportive à part entière. Donc, on y va. Les 3 papiers ont été publiés tranquillement, et ensuite les universitaires ont dénoncé leur propre publication en disant mais c'est pas possible, on trouve des revues de cultural studies qui prennent tout et n'importe quoi. Donc le problème, c'est que ces modes d'expression contemporains de la bêtise passent également par des bons sentiments apparents, et il est toujours difficile de déconstruire ou de critiquer les bons sentiments apparents, parce qu'effectivement, voilà, on rentre ensuite dans une spirale qui devient très très compliquée. Donc la bêtise scientifique a une double conséquence. La première, c'est en fait, elle entraîne cette idée que la production des savoirs serait liée à l'identité de celui qui les produit. Donc, l'idée qu'il y aurait une astronomie féministe, une science prolétarienne. Donc, ça sous-entend d'une certaine manière que nous devrions rejeter, pour des raisons morales, la conviction qu'une vérité objective existe. C'est-à-dire que là, on est finalement dans un raisonnement qui fait que si les savoirs produits dépendent de l'identité de ceux qui les produisent, et ben dans ce cas-là, il n'y a plus de savoir objectif, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de rationalité scientifique. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, derrière ces revendications, il y a malgré tout des formes d'affirmation identitaire. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à essentialiser des traits culturels ou des comportements. Donc, ça aboutit à des particularismes comme le droit de pratiquer une culture particulière, l'astronomie féministe, le fat bodybuilding, etc. Donc, en fait, cette mouvance relativiste porte un nom, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme, et c'est vraiment ce rejet des tendances rationalistes et universalistes. Et en science, on est de plus en plus envahi par des thèses relativistes. Alors, il y a une grande différence entre le fait de reconnaître qu'il y a différentes façons de découper le monde réel, et que ces manières de découper le monde réel renvoient à différentes vérités, et le fait de dire que tout est relatif. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste à une certaine mise en abîme de l'objectivité scientifique, au nom en raison du fait que les savoirs scientifiques seraient équivalents aux simples opinions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On est plongé dans un marché de l'information qui est complètement dérégulé avec le numérique. Donc, on voit apparaître une nouvelle économie de l'attention. Alors, ce qu'on appelle une économie de l'attention, c'est le fait d'être intéressé, d'avoir des publics qui sont intéressés par tel ou tel sujet et qui vont avoir envie de s'y investir et de passer du temps. Alors, avant Internet, l'offre culturelle était beaucoup moins forte. On allait dans les musées, on lisait des livres, et donc l'attention des publics était davantage disponible. Aujourd'hui, on assiste à une forme d'inversion. L'offre culturelle est beaucoup plus forte, on trouve tout sur Internet, on trouve des écrits scientifiques, des écrits charlatanesques, des pseudosciences, mais en parallèle, l'attention des publics devient de plus en plus difficile à capter durablement. Elle devient de plus en plus évanescente. Donc le problème, c'est que le citoyen ordinaire, et nous sommes tous des citoyens ordinaires dans les domaines d'expertise qui ne sont pas les nôtres, on peine de plus en plus à distinguer le vrai du faux, ce qui relève des savoirs et ce qui relève des pseudosciences. Donc ça accentue cette tendance au postmodernisme. C'est vrai que sur des sujets, moi je suis pas spécialiste en politique économique, ça devient très compliqué quand on regarde les informations sur le net, de faire le tri, de faire la part des choses entre ce qui apparaît comme étant de l'information vérifiée, confirmée, et ce qui apparaît comme étant des fake news.
Alors pour vous donner un exemple de ces dérives postmodernistes, et là c'est vraiment pas une fake news, je voudrais vous dire ce qui est arrivé au Premier ministre néo-zélandais en 2014, John Key. Il a dû prouver publiquement qu'il n'était pas un lézard extraterrestre. Alors effectivement, un citoyen néo-zélandais a demandé des preuves démentant la théorie selon laquelle le ministre serait en réalité un reptile alien. Alors le problème, c'est que la loi impose au gouvernement de répondre à toutes les requêtes émanant des citoyens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a dû s'exécuter, il a été voir un médecin et ensuite un vétérinaire qui ont bien évidemment confirmé qu'il n'avait jamais été dans l'espace et que sa langue n'était pas trop longue. Stricte application de la loi néo-zélandaise. Alors, là, on est dans quelque chose qui est aberrant, qui est aberrant sur un plan social, mais qui est aussi aberrant sur un plan scientifique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut absolument pas prouver l'inexistence de ce qui n'existe pas. On ne peut pas prouver l'origine extraterrestre d'un membre d'un gouvernement, comme on ne peut pas prouver le fait qu'il y aurait un esprit frappeur dans une maison. On ne peut pas prouver l'inexistence de ce qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est épistémologiquement impossible. Alors, cet exemple est bien évidemment caricatural, mais ça renvoie à toutes les théories du complot, comme par exemple l'origine intentionnelle du virus du sida, le fait que la Terre est plate. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui dans notre société avec cette mouvance postmodernisme et avec, je dirais, un excès de précautionnisme, c'est que la mise en cause du tout raisonnable est de plus en plus fréquente. Et ça, c'est une bêtise sociale à laquelle on n'a pas de solution. Alors, le problème, c'est le fait que le doute raisonnable soit de plus en plus mis en cause. Bon, ça pose un problème pour les scientifiques, mais c'est le problème, et vraiment en travaillant beaucoup en lien avec le monde politique, c'est le décideur public. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait, comment répondre quand on est en présence d'une remise en cause du doute raisonnable et qu'on est pris dans un cadre juridique qui, en quelque sorte, contraint à amener toujours plus de preuves à des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et là, c'est effectivement un problème qui est amplifié par les réseaux sociaux. On n'a pas de réponse et on est maintenant dans une société où effectivement le sensationnalisme médiatique ne peut pas ne pas être pris en compte par les décideurs publics. Alors une autre torsion à l'esprit critique, c'est le problème de la perception de la hiérarchisation des risques. Alors là, vous avez un poste, donc c'est un homme de 70 ans qui est atteint d'une maladie pulmonaire grave, donc tabagisme chronique ancien et sévère, toujours 20 cigarettes par jour, hospitalisé 1 mois pour pneumopathie bilatérale, refuse le vaccin antigrippal car les adjuvants c'est toxique. Donc le type, tranquille, un paquet de cigarettes par jour, maladie grave, 5 ans d'espérance de vie, tac. On refuse le vaccin parce que, attention, les adjuvants sont potentiellement toxiques. Donc là, il y a aussi un problème. Bon, alors, tant pis, vous n'aurez pas le visuel, mais je peux me permettre de vous faire la suite sans le visuel. Alors, vous avez différentes techniques de captation de l'attention qui fonctionnent très bien sur Internet et des techniques qui font certains types de contenus qui font que l'information va devenir rapidement virale. Alors, c'est notamment tout ce qui porte sur notre vitalité et notre santé. Alors, j'avais mis sur cette diapositive une illustration d'une vidéo YouTube qui est en fait présentée par ce médecin charlatan Henri Joyeux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc, en fait, il défend la thèse que pour augmenter la puissance sexuelle masculine, il faut manger des pois chiches. Donc, cette vidéo a été visionnée plus de 300 000 fois avec 1500 likes. Et donc, c'est une information qui est devenue complètement virale. Donc, en fait, tout ce qui touche vraiment notre santé, notre vitalité, notre rapport à la mort, en fait, ce sont des informations qui, par définition, sont amplifiées de façon beaucoup plus importante. Alors, un autre phénomène important de la bêtise, donc la bêtise,
est évidemment liée à nos communications, mais elle concerne aussi la façon dont nous évaluons nos environnements. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus quantifié. L'évolution des performances sociales est de plus en plus marquée dans nos sociétés. Et le problème, c'est que les outils de mesure que nous déployons pour mesurer, évaluer les groupes sociaux ont également des répercussions sur les comportements mêmes de ces groupes sociaux. Alors pour vous donner un exemple que je connais bien, je vais vous parler juste 2 minutes des dispositifs d'évaluation de l'activité des chercheurs. Donc en gros, la quantification de nos publications. Pour le faire simple, plus nous publions, plus nous sommes considérés comme étant des bons chercheurs. Alors, c'est tellement réducteur que finalement, la façon dont nous sommes évalués va progressivement modifier et contraindre nos comportements de recherche et va aller même jusqu'à redéfinir la manière de produire des connaissances. Cette évaluation des chercheurs a un impact organisationnel. En quoi consiste-t-elle ? Donc, nous sommes évalués sur le nombre d'articles publiés et recensés dans les banques de données électroniques et aussi sur le nombre de citations, c'est-à-dire le nombre de fois où la publication que j'ai pu faire va être citée par les collègues. Donc, la tentation de certains, ça peut être de faire des petits arrangements entre amis. C'est-à-dire, tu me cites, je te cite, ça va augmenter notre index de publication et c'est super. Donc, on arrive finalement à une forme d'artificialisation des groupes de recherche liée au fait que la façon dont ils sont évalués va induire une transformation de leur comportement. Et pour montrer en fait les effets délétères de ces outils d'évaluation de la recherche, un chercheur qui s'appelle Cyril Labbé, qui est enseignant-chercheur à Grenoble, a montré vraiment l'absurdité de ce système en créant un chercheur fictif qui s'appelle I Can't Care. Et en fait, il a créé ce chercheur grâce à un algorithme qui a généré automatiquement des fausses publications scientifiques. Donc, il a créé une fausse affiliation à ce chercheur, une université quelconque dans le Texas. Et puis, il a généré à peu près 110 articles qu'il a accolés à ce chercheur en mettant aussi par un jeu de répétition de citations, il a augmenté artificiellement le nombre de citations de ce chercheur. Eh bien, d'après Google Scholar, ce chercheur a publié 120 articles et c'est devenu l'un des 10 premiers chercheurs en sciences informatiques dans le monde. Donc évidemment, Cyril Labbé a ensuite fait une vraie publication en disant voilà, expérimentation que j'ai conduite, en m'appuyant uniquement sur les outils d'évaluation de nos dispositifs de recherche, j'ai créé un faux chercheur et celui-ci est arrivé en 3 mois, l'un des 10 premiers chercheurs en sciences informatiques. Donc on est dans quelque chose qui est totalement absurde et qui montre bien que la mesure, quand elle est réductrice et qu'elle est systématique, ne correspond à aucune réalité tangible. Mais ça, c'est la bêtise. Quand on a l'intellect qui est déconnecté du monde réel et qu'on n'accorde plus d'attention aux émotions, aux gens, aux groupes, c'est de la bêtise. Donc, le problème, c'est qu'une évaluation ex post de la performance, c'est-à-dire une évaluation des publications d'un chercheur, en fait, amène à donner aujourd'hui une certification ex ante de la qualité du chercheur. C'est-à-dire qu'un chercheur qui est considéré comme étant ultra publiant sera considéré d'emblée comme étant un très bon chercheur. Donc, ça conduit à une extrême normalisation des pratiques de recherche et finalement, tout ce qui relève de la sérendipité, des débordements créatifs bienheureux, comme par exemple la découverte du rétrovirus du sida, qui a été faite par un petit laboratoire de l'Institut Pasteur parce que les maladies infectieuses, c'était plus vraiment à la mode. Tout ce hasard-là, aujourd'hui, est gommé au profit, finalement, d'une extrême compétitivité et de la nécessité individuellement pour les chercheurs de publier toujours, encore et encore plus. Alors là, j'ai donné un exemple appliqué à l'activité de recherche, mais évidemment, toutes les formes d'évaluation qui amènent à certifier la qualité des collectifs sociaux sont dans le même panier.
Et donc on peut aujourd'hui, je crois, s'interroger sur la pertinence de ces indicateurs, que ce soit le classement des universités ou le bien-être et croissance économique dans les pays développés. On peut véritablement s'interroger sur ces indicateurs de politique publique. Finalement, qu'est-ce qu'ils mesurent? Et ça, on pourra évidemment jamais réduire quelque chose qui est fondamental dans notre humanité. C'est le fait que tout individu a des engagements pluriels. Et j'aime beaucoup l'expression du sociologue Laurent Thévenot qui parle de personnalité à tiroir. C'est-à-dire que chacun, on doit faire du sport parce qu'on se sent bien après avoir fait du sport, mais en même temps, on adore fumer. Et donc, ça fait partie de nos paradoxes. On ne pourra jamais réduire ces paradoxes. Et ça renvoie, en fait, aux illusions d'optique que je vous ai montrées en début de présentation, c'est-à-dire que l'humain est irréductible, il est complexe, il est contradictoire, et que les indicateurs, dans le meilleur des cas, donneront toujours une vision, je dirais, partielle et partiale, mais ce qui est, je crois, problématique et délétère, c'est le fait que ces indicateurs vont modifier le comportement même de ceux qui sont évalués. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très dangereux. Très rapidement, donc je voudrais montrer, toujours dans cette même veine, que la connerie sociale nous amène vers une réduction de la complexité humaine et des libertés individuelles. Et donc pour cela, je voudrais vous présenter vraiment très brièvement en conclusion les marqueurs de l'insécurité culturelle qui se rattachent au postmodernisme. Alors, un premier marqueur qu'on voit beaucoup dans nos sociétés et qui transparaît énormément sur Internet, c'est le marqueur identitaire. C'est le fait que le sujet politique, aujourd'hui, est de plus en plus déconstruit au profit d'une valorisation, d'une survalorisation des identités culturelles, religieuses ou sexuelles. Donc, le problème, si vous voulez, avec cette affirmation d'identité dispersée, c'est qu'il y a de moins en moins de communs qui réunit les hommes entre eux. C'est-à-dire, c'est très bien qu'il y ait cette diversité humaine, et je dis pas autre chose avec cette illustration vraiment des personnalités à tiroir, mais un problème se pose quand cette diversité culturelle, on en fait, je dirais, un sujet politique. Je crois qu'il faut vraiment pas perdre de vue que en fait, nous sommes tous citoyens et nous partageons tous un même commun républicain. Et le risque de faire de différences culturelles des formes de militantisme politique, ça amène à une certaine forme de fragmentation de la société. Donc un second marqueur du postmodernisme et plus politique, c'est le fait de considérer qu'il faudrait privilégier l'appartenance communautaire à l'appartenance nationale. Donc, ça rejoint un peu le problème qu'on rencontre au niveau de la bêtise scientifique, ce fait de parler de savoir féministe, de savoir prolétaire ou de savoir chrétien. Vous vous souvenez de Jean-Paul II qui considérait qu'il y avait une approche catholique, chrétienne des mathématiques. Donc, tout ça est bien évidemment très fortement connecté aux mécaniques de radicalisation religieuse qu'on observe dans nos sociétés. Vous avez un troisième marqueur qui est beaucoup plus institutionnel, et là on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la remise en cause, je dirais, de la démocratie représentative, des principes républicains, au profit d'une expression qui serait plus directe. Et là on est, je dirais, autant il est essentiel d'avoir un équilibre entre la démocratie représentative et participative, autant vouloir supprimer la représentation politique, c'est en quelque sorte nous rapprocher du populisme. Et enfin, quatrième marqueur, c'est un marqueur de nature épistémologique. C'est le fait de vouloir penser la vérité, la réalité, comme quelque chose étant simplement construit et multiple. C'est le fait de considérer que les savoirs scientifiques peuvent être réduits à des opinions comme les autres. Et le problème, c'est que dans ce type de pensée, on va être amené à alimenter les théories du complot, puisque toutes les opinions se valent, donc on n'a plus de repères, et donc forcément, qui nous dit que Michael Jackson est vraiment mort ?
Voilà, on n'a pas de preuve. Et enfin, le dernier marqueur, qui est un marqueur de temporalité, et qui en fait incite à penser l'action présente uniquement à partir de paris effectués sur l'avenir. Donc, alors là encore, tout est compliqué, c'est-à-dire que c'est très bien d'anticiper les effets d'une consommation régulière excessive de cigarettes, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il vaut mieux réduire son débit d'alcool ou de cigarettes si celui-ci est excessif, mais ça devient problématique si on rejette l'ordre existant parce qu'on croit en des thèses millénaristes de fin du monde. Donc, je pense par exemple à la dégradation des boucheries parce que l'humanité serait insuffisamment vertueuse. Donc, pour cette raison, certains antispécistes vont détruire les boucheries parce que l'humanité ne serait pas assez juste et assez bonne. Donc, on est là encore dans des formes assez complexes de bêtise sociale. Et enfin, pour conclure, est-ce qu'il existe une bêtise intelligente ? Alors, j'ai pas de réponse, j'ai seulement une citation. Je crois que l'homme le plus bête est celui qui meurt sans avoir dit, ni fait la moindre bêtise. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, je suis preneuse. Des questions, des commentaires, des réactions, des désaccords. Vraiment. Allez-y, c'est une présentation qui se voulait complètement expérimentale. Je trouvais que c'était très intéressant de travailler sur un sujet qui nous concerne tous. Et donc, le saisir sur un plan scientifique, ça présente un certain nombre de risques. Bon, déjà, en termes d'humilité, je vais travailler sur la bêtise. C'est déjà... faut régler quand même un petit problème avec soi-même. Mais sinon, sur le contenu, c'est complètement expérimental. Je vous ai envoyé tout un tas d'idées, d'éléments, et vous pouvez ne pas être d'accord. Hein, c'est vraiment pas quelque chose qui est inscrit sur le marbre. Donc, Pour parler peut-être un peu de faits culturels, là c'était le 1er janvier il n'y a pas longtemps, et puis là ça va être le moment de faire des crêpes et la chandeleur. Alors, au 1er janvier, on s'est embrassé sous le gui parce que ça porte bonheur. Je suis rationnel, mais je l'ai fait quand même. Des fois que ça marche. Oui. Et je vais faire sauter ma crêpe avec un sou dans la main. Oui. Voilà. Mais c'est très bien. Je me sens un peu bête quelque part. Ou un peu con, j'en sais rien. Non, parce que je dirais c'est pratiquement de l'ordre d'un rituel qui va vous rassembler sur un plan familial. Donc, à la limite, que ce soit de l'ordre de la croyance, que ce soit de l'ordre d'un héritage de culture populaire, que ce soit, peu importe, si cet effet-là fait que vous allez collectivement être bien ensemble, c'est ce qui compte. Non, moi je pense que ce qui est important, c'est pas de faire des choses qui soient vraies, mais de faire des choses qui font que les gens se sentent bien, heureux entre eux. Et si en plus on a conscience que ce qu'on fait, la galette des rois, moi j'adore la galette des rois, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que Noël ça a un sens ? Non, je pense que toute société a besoin d'avoir, je crois, sa part de mystère, de croyance. Du moment qu'on en a conscience et du moment que ce sont des choses qui participent de l'imagination collective, de l'imaginaire collectif, et qui font qu'on est bien ensemble. Finalement, pourquoi s'en priver ? Tu disais que c'était difficile d'identifier la bêtise. Moi, j'ai une question par rapport à l'actualité. On parle beaucoup du coronavirus et où il y a justement des recrudescences de violences racistes envers la communauté chinoise, notamment en France. Est-ce qu'on peut dire que c'est du ressort de la bêtise ou pas ? Je dirais même que c'est du ressort de la connerie, puisqu'on est effectivement là, typiquement dans la bouc émissérisation d'une communauté. Et c'est une connerie qui est, je crois, amplifiée vraiment par cette dérégulation du marché de l'information. C'est-à-dire que là, on discute effectivement de l'étiologie, de la diffusion du coronavirus. Mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir le temps d'incubation, c'est
de savoir les types de symptômes, le taux de mortalité. Et en fait, les informations épidémiologiques de base sont très difficiles à obtenir. Et c'est à partir de ces informations-là qu'on peut faire des modèles de diffusion et qu'on peut véritablement savoir s'il faut oui ou non s'inquiéter et quel type de mesures de santé publique, quel type de précautions il faut prendre. Mais là, comme nous n'avons pas ces informations, eh ben, on est effectivement dans la connerie pure. C'est-à-dire que, comme au Moyen-Âge, on va dire que certains phénomènes d'épidémie ou d'épizootie sont liés à un changement climatique, sont liés à telle communauté, sont liés... Et on est malheureusement, au niveau des systèmes de pensée collectif, on n'est pas plus évolué qu'au Moyen-Âge. Le problème des réseaux sociaux et d'Internet, c'est qu'on est dans des caisses de résonance, des logiques accusatoires et des boucs émissérisation. Et je crois que c'est l'un des effets qui doit vraiment nous amener à réfléchir et adopter une posture très, très, très humble, c'est qu'on se rend compte avec la dérégulation du marché de l'information que les peurs démoniaques, les peurs les plus ancestrales qu'on considérait comme relevant des sociétés primitives, en réalité elles sont toujours présentes. Et c'est inquiétant, et on est dans de la connerie. C'est ce que j'allais demander, c'est ce que cette connerie, elle est liée à la peur, en fait, de ce virus, ou c'est plus profond que ça, c'est compliqué à cerner, en fait. C'est compliqué à cerner, simplement, moi, ce que j'observe en tant que sociologue, c'est le fait que la réorganisation radicale en 10 ans de toutes nos infrastructures d'information font qu'aujourd'hui, les discours de peur sont amplifiés. L'information scientifique n'a plus la place de s'exprimer parce que l'attention des individus n'est plus aussi longue qu'auparavant. On est tous sursaturés d'informations en continu. Un autre facteur aussi qui intervient, c'est vraiment cette désynchronisation des temporalités, c'est-à-dire que avant que ce soit la télévision, à la radio, il y avait des sortes de d'émissions de type cérémonie, c'est-à-dire qu'on se souvient tous d'avoir regardé 7 sur 7, il y avait des grandes émissions politiques, et quelle que soit la classe sociale, quelle que soit, je dirais, la culture familiale, il y avait des formes de rencontres collectives autour d'émissions, autour de choses qui fédéraient et qui permettaient vraiment d'informer. Aujourd'hui, vous regardez la télé, vous avez Netflix, vous avez tout un tas d'applications qui vous permettent d'avoir vos programmes à la carte, d'individualiser, de personnaliser de plus en plus finalement l'accompagnement de votre information. Donc, il n'y a plus, je dirais, de partage collectif de l'information. Les chaînes d'information en continu n'apportent pas véritablement d'informations scientifiques précises. Donc, on est là, je dirais, dans une sorte de fragmentation de la connaissance sociale qui est, à mon sens, de plus en plus marquée en raison de cette dérégulation du marché de l'information. Et c'est extrêmement grave parce qu'on retombe dans des logiques, dans des imaginaires collectifs, je dirais, qui se rapprochent de ce qu'il y avait avant les Lumières. Alors, je suis peut-être un peu pessimiste, mais... Oui, vous parlez beaucoup de culture scientifique, et puis c'est vrai que souvent les conclusions scientifiques sont plutôt modérées, voire empreintes de doute, et que maintenant c'est beaucoup plus simple dans les conversations de tous les jours de paraître, d'exister en étant radical et en étant évidemment sûr de soi ou le plus loin possible dans une espèce d'opinion choquante. Et finalement ramener de la connaissance où en fait on paraît tiède et pas intéressant, voire proche du système. Voilà. Et du coup c'est souvent dans les conversations de tous les jours, c'est des fois compliqué de dialoguer, quoi. La nuance, oui. Oui. C'est pas vraiment une question. Oui, mais je vous rejoins tout à fait. Je voulais le dire. L'argumentaire nuancé n'est pas celui qui est actuellement à la mode. Et c'est aussi sur un plan scientifique, ça amène à une certaine prise de conscience de la communauté des chercheurs, qui réalisent aussi que la culture scientifique, ce n'est pas simplement une affaire de vulgarisation, c'est-à-dire de simplification des contenus
pour expliquer aux gens, mais aussi de médiation scientifique. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre une connaissance scientifique, il faut prendre en compte non seulement le contenu de ce qui est diffusé, mais aussi le contexte des diffusions avec la particularité des différents publics. Et donc ça oblige parfois le scientifique de sciences dures à être sociologue, c'est-à-dire vraiment à prendre en compte la complexité du monde qui l'entoure et à s'interroger, mais pourquoi ce que je communique, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les thèses créationnistes reviennent aujourd'hui en force dans la société? Pourquoi? Et d'une certaine façon, c'est également salutaire pour la communauté scientifique, qui, je crois, était également plongée dans une logique un peu top-down de transmission des connaissances, ou considérait que le problème des peurs dans la société, c'était simplement un problème de lacune en matière de connaissances, et que la seule façon de résoudre ces problèmes de peur sociale, c'est de diffuser la connaissance. Non, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que cela, et je dirais que le problème de la culture scientifique aujourd'hui, c'est un problème qui n'est pas simplement un problème de nature scientifique, un problème de vulgarisation scientifique, c'est un problème qui est de nature politique. Et donc ça suppose de prendre en compte un ensemble de facteurs, notamment la nécessité de reconsidérer le statut que l'on donne au savoir scientifique, qui apparaît aujourd'hui comme étant totalement déconsidéré dans cette société de l'information. Et c'est un travail de longue haleine pour les politiques. Madame, vous avez parlé de bêtises, de conneries. Lucien Gerfagnon va parler de la sottise. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre la sottise, la connerie et la bêtise? Autrement dit, est-ce que je peux être sot, bête et con? Je pense qu'en la matière, on peut tout cumuler. Est-ce qu'on peut être sot et intelligent? Je pense pas. Il faudrait vraiment que je regardais la définition littérale de la sottise. Pour moi, la sottise se rapporte quand même à un problème de perception de l'environnement. On est sot, pas nécessairement parce que l'on ne sait pas, mais on est sot parce qu'on n'a pas bien analysé l'environnement qui nous entoure. Pour moi, ça serait de l'ordre d'une connerie soft. Mais on peut être les trois à la fois. La connerie est un jugement d'autrui. C'est-à-dire la connerie considère que le con considère qu'il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez. Il juge. Voilà. Le sot je dirais que le sot accepte ce que va dire le con, sans lui-même produire la connerie, mais va suivre le con. Alors l'idiotie, je pense que ça se rapporte, c'est compliqué, ça se rapporte peut-être davantage à un déficit de connaissances, et l'idiotie a aussi un aspect assez péjoratif qui serait vraiment un problème cognitif. Donc il y a une dimension péjorative, biologique de l'idiotie. Oui, plus poétique, oui. Mais enfin, si on me traite d'idiote, poésie, faut la chercher. Oui, alors c'est vrai que dans cette présentation, je me suis surtout attachée à la connerie, parce que la connerie, pour moi, c'est vraiment un terme beaucoup plus politique. La connerie englobe tout un tas de déclinaisons de faiblesses cognitives, et l'intérêt de la connerie, c'est comme on est dans quelque chose qui va discriminer autrui, on est dans un rapport aux politiques. Et c'est en cela que c'est très intéressant de comparer la bêtise à la connerie. L'intérêt de la connerie, c'est que à partir du moment où on est dans une société où on identifie énormément de cons professionnels, des cons de compétition, ça veut dire que notre monde social a vraiment de gros problèmes. Donc le con, en quelque sorte, est un indicateur des problèmes de société. Et c'est en cela qu'il est intéressant pour le chercheur.
Ma voisine disait on n'est pas volontairement bête, mais est-ce que ça ne correspond pas tout de même à un besoin ? Est-ce que c'est pas une sorte d'abandon, en quelque sorte, si je pouvais parler autrement ? Est-ce que je ne serais pas en dépression si je n'étais pas aussi bête ? Alors, j'aime bien cette citation de Gainsbourg qui dit « La connerie est un délassement de l'intelligence ». Bon, je dirais « La bêtise est un délassement de l'intelligence ». Oui, on a besoin d'être bête. Je crois qu'on a fondamentalement besoin d'être bête. Mais ça, je dirais, ça fait un peu partie de la bêtise intelligente. C'est-à-dire qu'on a le droit, et vraiment, moi, je revendique ce droit. On n'est pas censé être des super analystes en continu du monde social, de notre monde familial et de repérer en continu la bêtise ordinaire. On a le droit d'être bête. Mais je dirais, tant que la bêtise ne nuit pas à autrui, qu'elle n'est pas un jugement de valeur, et que cette bêtise nous détend, et puis qu'elle rend un peu heureux autour de nous, bon, moi c'est vrai que... de temps en temps, j'aime bien regarder à la télévision des séries Z, des choses qui ne sont pas intelligentes. Je sais tout à fait les chutes de certains soap-opéras, ce qui ne va pas m'empêcher de regarder certaines séries et d'être addict de séries débiles. Bon, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le tout, c'est d'en avoir conscience et je dirais d'avoir une diversité de modes d'existence dans ce monde. Tant qu'on est en présence d'une bêtise qui ne porte pas atteinte à autrui et qui fait qu'on se sent bien, pourquoi devrions-nous nous en priver ? Je voulais aller justement dans le même sens que vous et confirmer ce repos de l'intelligence dont on a besoin humainement. Il y a un proverbe dans mon pays d'origine, en Roumanie, qui dit là où il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de bêtises aussi. Bêtises aussi. Et heureusement. Il y a une alternance, ondulatoire. Enfin, on doit passer d'une phase à une autre. Et on n'a pas la possibilité humainement. Je pense que c'est notre immanence qui fait que, de toute façon, on est limité et on ne peut pas fonctionner comme des robots intelligents. Non, ça serait n'existe triste. pas d'ailleurs. Ça ne serait pas humain. Donc je pense qu'on est effectivement dans ce paradoxe où on est dans une société où la question de l'objectivité devient de plus en plus difficile à mesurer et en même temps on a besoin d'un imaginaire collectif, on a besoin de croyances, on a besoin de choses qui nous rassurent. Et donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est de positionner les deux niveaux. C'est-à-dire d'avoir des croyances ou des systèmes de pensée refuge qui soient, je dirais, positifs sur un plan pragmatique, et de l'autre, que cela n'induise pas une négation de l'objectivité sociale. Il faut vraiment maintenir les deux niveaux. Et d'autre part, je pense qu'il y a aussi peut-être cette atomisation de l'humain qui fait que finalement on est dans des sociétés un petit peu malades communicationnellement parlant. Complètement. Cette atomisation. On a perdu un peu le rythme humain. Oui. On est à la fois dans une désynchronisation, c'est-à-dire que mon voisin n'aura pas la même information que moi parce qu'il sera dans son silo numérique. Et en plus, on est dans des temporalités qui sont de plus en plus accélérées. Ce que bien montré Hartmut Rosa, une sorte d'accélération du quotidien qui fait qu'on est sursaturé en sollicitations en tout genre, alors que le numérique devait par définition simplifier nos existences, que ce soit les mails, que ce soit les réseaux sociaux, on est de plus en plus amené à une sorte de vigilance de l'instant, dans une forme de présentisme qui fait qu'effectivement notre esprit critique a de plus en plus de mal à trouver sa place. Tout à fait. Du coup, notre échelle de valeur est totalement chamboulée. Hélas. Pour vous, quel est le rapport entre la connerie et la perversité ? Alors, le pervers est forcément con, mais le con n'est pas forcément pervers, je dirais. Parce que vous pouvez avoir un con qui a de l'assurance, qui va être méchant, mais qui ne sera pas pervers. La perversité suppose de tirer un certain plaisir en détruisant autrui. Le con peut détruire autrui sans en prendre un plaisir particulier. Mais le pervers est automatiquement un con, alors qu'un con n'est pas automatiquement pervers. Voilà la réponse que je vous ferai. Dans ces temps où on met en avant la communication,
et l'échange, le débat. J'ai beaucoup apprécié, bien entendu, l'image de la vieille femme et de la jeune, où effectivement c'est la prise de conscience que l'autre n'a pas la même vision que nous. C'est-à-dire que le Mont Mézin, qui est une réalité vue du Chambon-sur-Lignon ou vue du Puy, c'est le même Mézin, mais il n'a pas la même perception. On n'en a pas la même perception. Et donc il est important justement que dans le débat, on comprenne que l'autre n'a pas la même vision du monde que nous. Oui. Et notamment dans le domaine commercial. Oui. Lorsque l'on veut vendre quelque chose, il faut accepter que l'autre n'ait pas la même vision que nous. Et cette image est très parlante. Merci. Et je crois qu'il y a aussi une autre dimension que je n'ai pas abordée, c'est le rapport à la mémoire et à l'histoire. C'est-à-dire que là, on est dans des choses très complexes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, le rapport à l'histoire des régions, on peut effectivement avoir des perceptions différentes, mais il est important, malgré tout, de partager un savoir historique commun. Et là, le problème aujourd'hui, avec la démultiplication des formats d'information, le rapport au passé est lui-même en voie d'être chamboulé. Comment aujourd'hui écrire l'histoire? Qu'est-ce qui fait événement? Sachant que le sensationnalisme médiatique peut occulter des informations extrêmement importantes dans la société. Donc aujourd'hui, comment écrire l'histoire pour les observateurs du futur? Et je pense que là, il y a une vraie question au niveau des transformations de notre rapport aux archives, de notre rapport à ce qui fera la mémoire de demain. Et comme la révolution Internet est encore relativement récente, j'ai pas du tout de réponse, mais j'ai vraiment ce sentiment que la façon dont aujourd'hui on écrit notre histoire est considérablement chamboulée dans son écriture, et je ne sais pas du tout où ça va nous amener. Et ça serait dommage que ça nous amène à un relativisme historique, ce qui serait extrêmement dangereux également. Oui, quelle a été votre réaction et votre ressenti quand vous avez vu le film Le Dîner de cons? Oui, de la méchanceté, de la connerie. C'est prendre quelqu'un en otage et le stigmatiser. Dire que comme c'est un film est destiné à nous faire rire, mais là encore, tout dépend quelle est la vocation de ce qui est produit et les publics destinataires. Donc quand c'est un film, bon, on peut en tirer une certaine expérience. Mais quelle est votre question? Enfin, plus précisément, quel type de réponse ou de problématique vous voulez faire ressortir à travers votre question? Vous ne pensez pas que quand on voulait prendre quelqu'un pour un con, à la sortie, c'est ceux qui voulaient prendre les gens pour des cons sont eux-mêmes devenus vraiment des cons? Bien sûr. De toute façon, à partir du moment où on est dans une situation à vouloir faire passer quelqu'un pour un con, on est d'emblée soi-même un con. Là, je veux dire, c'est à partir du moment où on attaque quelqu'un, on le stigmatise, on est de rechef un con. Tous les termes qu'on a employés, pratiquement, sont du registre du langage enfantin. Je veux dire, sot, bête, idiot, con, je veux dire, c'est dans les cours d'école qu'on s'envoie ces qualificatifs à la tête. Je rajouterais aussi, tout à l'heure on a parlé du côté spécifiquement humain de la bêtise. Le mot bête, c'est pas spécifiquement humain. Je veux dire que ça renvoie aussi à quelque chose qui est notre part d'animalité, de bestialité. Donc je veux dire, il y a quelque chose aussi à avoir un petit peu là derrière. Oui, et paradoxalement, je crois que le registre des émotions et de la sensibilité est ce qui nous permet d'être un peu moins bêtes. Je pense que notre rapport au monde réel ne peut pas se réduire à un rapport qui soit dépassionné. Et c'est toute la difficulté
à trouver ajuster le curseur de sorte que notre rapport au monde ne soit pas qu'un rapport purement intellectualisé, mais également un rapport sensible, et toujours essayer de comprendre, se mettre à la place d'eux, je crois, est un bon moyen de maintenir un rapport sensible intelligent, ou en tout cas moins bête. Oui, juste une petite dernière question. Vous n'avez pas abordé, j'en suis étonnée, le concept qui apparaît souvent dans les médias, qui est celui de idiot utile dans votre conférence, et notamment par rapport à, je pense, à l'esprit de tolérance et d'empathie concernant les cons et la bêtise. Oui, alors l'idiot utile et quel lien vous faites entre l'idiot utile et la tolérance? Alors justement, voilà, c'est que je pense que l'idiot utile peut effectivement, malgré lui, dans un esprit de tolérance, servir des intérêts beaucoup plus nocifs et nuisibles qui servent en fait la connerie sociologique, et notamment dans des actions dans lesquelles on est tous à nos niveaux impliqués à des échelles très, très différentes. Oui, ça c'est effectivement le problème de la perception d'échelle. Oui, l'idiot utile, c'est quelqu'un qui effectivement œuvre pour quelque chose qu'il croit juste de façon sincère, et en réalité qui est instrumentalisé, exploité par autrui. Mais ça, effectivement, c'est le problème du jeu d'échelle, c'est-à-dire que vous avez le monde social est un monde complexe. Donc vous avez effectivement, et c'est souvent malheureusement le cas, des formes d'instrumentalisation sociale qui portent sur des individus de toute bonne foi. Là où par contre la question de la tolérance, alors moi j'ai un problème avec le terme de tolérance, parce que le terme de tolérance suppose un effort actif, une sorte d'intentionnalité positive, calculée, consciente pour accepter autrui. Et il est vrai que pour moi, si on est tous citoyens et si on est tous bien ensemble et tous différents, je dirais que la question de la tolérance n'a pas à se poser. Le terme de tolérance intervient quand justement on est dans une situation de jugement d'autrui, où on va en quelque sorte essayer de compenser cela par une espèce d'intentionnalité positive, consciente de « je te tolère ». Mais en réalité, si nous sommes tous égaux en dépit de nos différences, on n'a pas à dire « je te tolère ». Donc moi, j'ai toujours trouvé que ce terme de tolérance avait une sorte de contradiction interne qui fait que personnellement, je l'utilise très peu. Mais c'est vraiment très personnel comme point de vue. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Moi, ça m'a été très utile pour moi de travailler sur ce sujet, parce que ça demande vraiment beaucoup d'auto-examen et d'essayer de travailler un sujet aussi complexe. Voilà, donc c'était une présentation qui vraiment se voulait complètement expérimentale. Je vous ai exposé et j'étais vraiment heureuse d'avoir vos retours. Donc, merci beaucoup. Merci.